Tu peux entendre ton propre cœur. Il bat avec une telle force qu'il semble rebondir contre les murs de marbre, plus fort encore que les pas qui résonnent derrière toi. Le voile couleur safran colle à ton visage, et à travers son fin tissu, tu distingues la porte qui t'attend au fond du couloir. Ce n'est pas le seuil d'une nuit de noces, tel qu'on te l'a expliqué. C'est autre chose. Quelque chose que les femmes de ta famille ne nomment jamais à voix haute. Flavia s'arrête. L'espace d'un instant, ses pieds nus refusent d'avancer sur la pierre froide. Elle a 18 ans et jusqu'à ce matin-là, elle croyait comprendre ce que signifiait se marier. La cérémonie publique avait été magnifique, presque rassurante par sa familiarité. Le voile orange, les tresses rituelles, les témoins souriants tandis que les noix tombaient à ses pieds, comme augure de fertilité et de prospérité. Tout avait suivi l'ordre correct, la séquence respectable que toute famille romaine reconnaît et célèbre. Son père avait signé le contrat. Les prêtres avaient déclaré les présages favorables. Les dieux, disait-on, avaient été consultés et étaient satisfaits. Rome fonctionnait ainsi. Rien n'était laissé au hasard, tout était documenté, tout était légitimé. Et pourtant, lorsque la lourde porte se referme derrière elle et que le bruit du verrou retentit comme un coup sec, Flavia comprend que l'essentiel n'a pas encore commencé. Le véritable rituel ne figurait sur aucune invitation. Personne ne lui avait permis de lire ce scénario à l'avance. Nous sommes en l'an 89 après Jésus-Christ. Sous le règne de l'empereur Domitien, Rome atteint le sommet de sa puissance. Des aqueducs qui traversent des provinces entières, des bibliothèques qui conservent le savoir des peuples conquis, un système juridique si minutieux qu'il sera étudié pendant des siècles. C'est une civilisation qui s'enorgueillit de l'ordre, de la raison, de l'enregistrement scrupuleux de chaque transaction et de chaque rite de passage. Et pourtant, à l'intérieur de la maison de Marcus Petronius Rufus, un marchand de céréales de lignée respectable, se produit quelque chose qui n'apparaîtra jamais sur une inscription publique. Quelque chose que des centaines de milliers de fiancées romaines ont vécu, mais que l'histoire s'efforcerait d'enterrer sous des couches de silence. La paradoxe est presque insupportable. Comment la même culture qui a produit des philosophes, des ingénieurs et des juristes a-t-elle pu concevoir une nuit de noces qui exigeait des témoins, une vérification légale et la présence d'un médecin? La réponse ne se trouve pas dans une déviation isolée, ni dans un excès marginal. Elle est au cœur même du pouvoir. Le mariage romain n'est pas seulement l'union de deux personnes, c'est un mécanisme de l'État. Il garantit les héritages, légitime les descendances, protège les patrimoines et assure la continuité des familles qui soutiennent la cité. Pour que ce mécanisme fonctionne, de belles paroles ou des cérémonies publiques ne suffisent pas. Il faut une preuve, une confirmation, un acte qui transforme une fille en épouse non seulement devant les dieux, mais aussi devant la loi. C'est pourquoi la mère de Flavia a pleuré ce matin-là. Non par sentimentalisme, non par la nostalgie de perdre une fille, mais par mémoire. Parce qu'elle aussi avait franchi ce seuil des décennies plus tôt. Parce qu'elle savait que l'histoire était sur le point de se répéter et qu'il n'existait aucun moyen de l'arrêter. À Rome, il y a des traditions qui ne s'expliquent pas. Elles se produisent simplement. Et une fois qu'elles commencent, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Pour comprendre ce qui est sur le point d'arriver à Flavia, il est nécessaire de s'écarter un instant de sa peur personnelle et d'observer le monde qui l'entoure. Rome ne comprend pas le mariage comme nous le comprenons aujourd'hui. Ce n'est pas, avant tout, une promesse d'affection, ni une quête de bonheur partagée. C'est un accord. Un acte juridique qui relie les familles, assure les lignées et protège les propriétés. L'amour, s'il apparaît, est un heureux supplément, jamais le fondement. Dès leur enfance, les Romaines apprennent que leur corps n'est pas seulement le leur. Il appartient d'abord au père, puis à l'époux, et de manière plus abstraite mais non moins réelle, à la cité elle-même. L'État ne se présente pas comme une figure visible dans la pièce, mais son ombre est partout. Elle est dans le contrat signé par le père de Flavia, dans les témoins qui ont souri pendant la cérémonie publique, dans les formules légales qui ont transformé une jeune fille en un bien transféré avec honneur. Marcus Petronius Rufus n'est ni un tyran caché, ni un homme cruel. Il est, à bien des égards, le citoyen idéal. Commerçant prospère, respectueux des dieux, obéissant aux normes.
Son mariage avec Flavia n'est pas né de la passion, mais de la convenance mutuelle entre familles. Lui aussi a été éduqué à croire que l'accomplissement de ces rituels est un devoir civique, une preuve de maturité masculine. S'il échoue, ce ne sera pas seulement un problème intime. Ce sera une tache sur son nom, sur sa maison, sur sa place dans la hiérarchie sociale. C'est pourquoi, lorsque Flavia le voit près de la porte, le visage pâle et le regard tendu, elle comprend quelque chose d'inquiétant. Lui non plus ne désire pas être ici, pas en tant qu'individu, mais son désir personnel importe aussi peu que le sien. Tous deux sont pris au piège d'une structure qui les précède et les dépasse. La différence est que le prix n'est pas réparti équitablement. Rome se fie profondément au rituel. Elle croit que l'ordre du monde est maintenu en répétant des gestes anciens, même lorsque leur origine s'est perdue dans la mémoire. Ce qui est fait depuis toujours acquiert une autorité incontestable. Personne ne se demande si c'est juste, il suffit que ce soit traditionnel. Ainsi, des pratiques qui nous sembleraient impensables aujourd'hui deviennent des piliers invisibles du système. Dans cette pièce, chaque personne remplit une fonction précise. Rien n'est improvisé. La femme qui guidera Flavia, le prêtre qui récite des mots archaïques, les servantes qui attendent en silence, même le médecin avec sa sacoche en cuir, tous sont des rouages d'une machinerie conçue pour produire un résultat légalement valide. Ils ne sont pas là par curiosité ni par cruauté personnelle. Ils sont là parce que la loi, la coutume et l'attente sociale l'exigent. Et c'est peut-être la révélation la plus perturbante pour Flavia. Elle n'affronte pas un ennemi concret qu'elle pourrait haïr ou auquel elle pourrait résister. Elle affronte un système si ancien et si normalisé qu'il se présente comme inévitable. Dans ce monde, la violence n'a pas besoin d'élever la voix. Il suffit de la certitude partagée que les choses doivent être faites ainsi. Tandis qu'elle se tient debout sur le marbre froid, Flavia commence à comprendre que la cérémonie publique n'était qu'une représentation aimable, un récit embelli pour la communauté. Ce qui se passe maintenant appartient à une autre catégorie, celle des actes qui soutiennent le pouvoir depuis l'intimité forcée et le silence. Des actes qui ne sont pas inscrits sur des monuments, mais sans lesquels Rome, telle qu'ils la connaissent, ne pourrait exister. L'atrium est plus grand que Flavia ne l'avait imaginé, et beaucoup plus fréquenté. Tout au long de la journée, elle avait supposé qu'après la cérémonie publique viendrait un moment d'intimité. Un espace réduit, peut-être inconfortable, mais au moins privé. Un instant pour s'habituer à la présence d'un homme qu'elle connaissait à peine, avec qui elle n'avait parlé que 3 fois avant que son destin ne soit scellé par des signatures et des formules rituelles. La réalité est autre. 7 personnes occupent bien la pièce, distribuées avec une précision inquiétante, comme des pièces délibérément placées sur un échiquier. Il n'y a ni désordre ni improvisation. Chaque corps semble savoir exactement où il doit être, quelle distance garder, où regarder. Flavia a l'impression d'être entrée dans une scène répétée d'innombrables fois avant même son existence. À sa droite se trouve la pronuba, la matrone chargée de guider les jeunes mariés à travers les rites sacrés. Son visage n'exprime ni douceur ni dureté. C'est un visage marqué par les années et la répétition, empreint d'une patience professionnelle. Elle a été témoin de ce moment tant de fois qu'elle n'a plus besoin d'aucune émotion pour remplir sa fonction. Elle porte des vêtements sombres et garde les mains jointes à la hauteur de son ventre, comme si son propre corps faisait aussi partie du rituel. Près d'elle, un prêtre murmure des prières dans un latin si ancien que ces mots ont perdu leur signification pour ceux qui les répètent. Ce ne sont plus des phrases compréhensibles, mais des sons chargés d'autorité par le simple fait d'avoir survécu au passage du temps. La tradition n'exige pas la compréhension, seulement l'obéissance. Dans un coin, 3 femmes esclaves attendent, chacune avec des récipients en céramique et des tissus soigneusement pliés. Leurs regards sont baissés, mais Flavia perçoit en elles quelque chose d'inquiétant. Elles ont déjà tout vu. Elles ont appris à observer sans être reconnues comme témoins, à être présentes sans exister tout à fait. Dans leur silence, il y a de l'expérience, et dans cette expérience, un avertissement muet. Contre le mur opposé est assis un homme âgé, inconnu de Flavia. À ses pieds se repose une sacoche en cuir usé. Sa présence lui procure un frisson qu'elle ne sait expliquer. Il ne semble pas hostile. En fait,
son expression est neutre, presque aimable. Et c'est précisément pour cela qu'elle est perturbante. Il n'est pas là pour consoler ni pour juger, mais pour enregistrer. C'est un médecin, mais cette nuit, son métier n'a rien à voir avec le soulagement, mais avec la constatation. Lorsque ses yeux se posent sur Flavia, il n'y a ni désir, ni mépris. Il y a évaluation. Le regard de quelqu'un qui examine une marchandise ou vérifie l'état d'une cargaison précieuse. À Rome, même le corps humain peut devenir un document qui doit être vérifié et validé. Cependant, ce qui domine la pièce n'est aucune de ces personnes, mais un objet recouvert d'un lourd tissu au centre de l'atrium. Sa forme est étrange, trop haute pour être un meuble, trop centrale pour être décorative. Personne ne le mentionne, personne ne le regarde directement. Et pourtant, tous sont positionnés par rapport à lui, comme si la pièce entière tournait autour de cette présence silencieuse. Flavia sent que son attention est involontairement attirée par ce point caché. Elle ne sait pas ce que c'est, mais elle sait que c'est important. Plus important qu'elle-même. La pronuba fait un pas en avant et prend les mains de Flavia avec fermeté. Ce n'est pas un geste violent. C'est pire. C'est définitif. Tu es entré dans la maison de ton époux, dit-elle d'une voix rituelle. Les dieux doivent bénir cette union. Les ancêtres doivent être témoins de ton passage de fille à épouse. Flavia veut demander ce qui va se passer ensuite. Elle veut que quelqu'un lui explique, que quelqu'un brise le silence soigneusement construit autour d'elle. Mais sa gorge se serre. À Rome, il y a des questions qui ne se posent pas, et des réponses qui n'arrivent que lorsqu'il n'est plus possible de leur échapper. L'espace d'un instant, Flavia cherche Marcus du regard. Il reste près de l'entrée comme s'il voulait se tenir le plus loin possible du centre de la pièce, sans violer l'ordre imposé. Sa posture est rigide, ses épaules tendues, ses mains agitées sous sa tunique. Il n'y a pas sur son visage l'attente que les poètes attribuent à l'époux la nuit de noces. Il y a quelque chose de plus proche de la crainte, une peur contenue, disciplinée, la peur de celui qui sait qu'il est sur le point d'être évalué. Lorsque leurs regards se croisent, le message est clair et profondément inconfortable. Lui non plus n'a pas choisi cela. Pas dans le sens intime du mot. Marcus comprend que cette nuit ne lui appartient pas, de la même manière qu'elle n'appartient pas entièrement à Flavia. Tous deux sont les instruments d'une ancienne chorégraphie qui exige des résultats. Pour lui, le risque est le jugement social. Pour elle, la perte irréversible de quelque chose qu'elle ne savait même pas pouvoir perdre de cette manière. La pronuba lâche les mains de Flavia et fait un geste précis vers l'objet couvert. Le silence devient si dense qu'il semble avoir un poids. Flavia entend le léger crépitement des lampes à huile, le frottement des tissus, sa propre respiration accélérée. Chaque son est amplifié car personne n'ose parler sans que la liturgie ne l'autorise. « Tu dois saluer Mutunus Tutunus », dit finalement la pronuba. Elle prononce le nom avec un soin presque chirurgical, comme si une syllabe mal placée pouvait altérer l'équilibre de la pièce. Il n'y a pas de dévotion dans son ton, mais du respect. Un respect qui ne naît pas de l'amour, mais de la crainte de briser une règle invisible. C'est le Dieu des débuts conjugaux, continue-t-elle. Sans son approbation, aucun mariage ne peut être correctement achevé. Flavia avait déjà entendu ce nom, toujours murmuré. Une fois, au mariage d'une cousine éloignée, deux femmes âgées l'avaient mentionné et s'étaient tues immédiatement en remarquant la présence de jeunes filles. Une autre fois, sa mère avait commencé une explication maladroite sur les anciens rites et l'avait interrompue par un silence chargé d'avertissement. Maintenant, elle comprend pourquoi. Il y a des connaissances qui ne sont pas transmises pour préparer, mais pour protéger. Et pourtant, la protection n'est jamais suffisante. La pronuba s'avance vers le centre de l'atrium et s'arrête devant le tissu. Sa main se pose sur le bord, mais elle ne le retire pas immédiatement. Cette seconde s'allonge de manière insupportable. Personne ne bouge, personne ne respire librement. C'est comme si le temps lui-même attendait le bon signal. Quand enfin le tissu glisse sur le côté, ce qui apparaît n'a pas besoin d'explication. Flavia sent que quelque chose en elle se replie, comme un animal acculé. Ce n'est pas une image décorative ni un symbole abstrait. C'est une forme sculptée avec une intention si directe qu'elle élimine toute possibilité de malentendu. Le bois sombre brille sous la lumière des lampes, poli par des mains expertes et par le passage d'innombrables cérémonies antérieures.
Mutunus Tutunus. Un dieu que Rome reconnaît, mais qu'elle montre rarement en public. Un nom que même les écrivains anciens mentionnent avec gêne. Des siècles plus tard, des auteurs chrétiens écriront sur ce rite avec indignation, le décrivant comme une honte qu'ils préféreraient ne pas détailler. Mais en ce moment, dans cette maison, il n'y a ni scandale ni débat. Il y a seulement une procédure. Flavia comprend quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas de foi. Il ne s'agit pas du sacré. Il s'agit de contrôle. De lui apprendre, dès le premier instant de sa vie d'épouse, que son corps ne lui appartient plus entièrement. Que l'intimité est un privilège révocable. Que la tradition, les témoins et la loi revendiquent des droits sur elle avant même qu'elle ne puisse les comprendre. La pronuba se place derrière Flavia et pose ses 2 mains sur ses épaules. Sa voix descend à un ton presque maternel et cette proximité, loin de la rassurer, rend tout plus insupportable. « C'est ainsi qu'on prépare une épouse », murmure-t-elle. « C'est ainsi qu'une jeune fille devient femme pour Rome. » Les jambes de Flavia tremblent. Elle tente de reculer, mais la pression ferme des mains sur ses épaules lui rappelle une vérité irrévocable. Ce n'est pas une option. C'est une étape conçue il y a des siècles, répétée sans question, protégée par le silence. Et maintenant, c'est à elle de la franchir. Ce qui suit ne fait irruption ni avec des cris, ni avec des gestes abrupts. Cela se déroule avec l'efficacité froide de quelque chose qui a été répété pendant des générations. La pronuba guide Flavia pas à pas, murmurant des instructions formulées avec un langage soigneusement imprécis. Rien n'est nommé directement. À Rome, l'ambiguïté est un outil puissant. Elle permet à tous de comprendre sans que personne n'ait à le dire. Flavia sent que l'air de l'atrium devient plus dense. L'encens brûle avec une plus grande intensité et la fumée semble envelopper la scène comme un voile supplémentaire. La lampe la plus proche projette une lumière tremblante sur le bois poli du symbole central, et cette faible lueur lui est impossible à ignorer. Il n'y a pas besoin de violence visible. La force qui la pousse en avant ne provient pas de mains brusques, mais de la certitude partagée que résister n'est pas une alternative envisagée par personne dans la pièce. Marcus émet un léger son depuis l'entrée, quelque chose entre une toux contenue et une protestation inachevée. Il n'avance pas. Il ne recule pas. Il reste immobile, piégé dans son propre rôle. Le prêtre continue de réciter des formules anciennes, étrangères à toute émotion humaine. Les femmes esclaves gardent leur visage soigneusement vide. Le médecin se penche à peine, ajustant sa position pour observer avec plus de clarté. Chacun remplit sa fonction avec une précision inquiétante. Flavia comprend, avec une lucidité qui lui fait mal, que l'expérience est conçue non seulement pour marquer son corps, mais pour briser quelque chose de plus profond. Avant que tout contact n'ait lieu, elle se sent déjà envahie. Envahie par les regards, par la structure même du rituel, par la connaissance que ce moment a été conçu pour lui enseigner une leçon essentielle, que sa volonté individuelle n'a aucun poids face à la tradition. Le symbole de bois n'est pas nouveau. Sa surface lisse témoigne d'innombrables cérémonies antérieures. Ce n'est pas un objet improvisé, mais un objet qui a été préservé avec soin, transmis comme partie d'un héritage que personne n'ose remettre en question. En lui se concentre une idée centrale du monde romain. La fertilité et la continuité familiale ne sont pas des affaires privées, mais des responsabilités publiques. Tandis que la pronuba ajuste la posture de Flavia avec l'aisance de quelqu'un qui répète un geste appris, l'esprit de la jeune femme commence à se fragmenter. Une partie d'elle reste présente, comptant les secondes, respirant avec difficulté. Une autre partie s'élève, cherchant la distance, comme si observer de l'extérieur pouvait la protéger de l'inévitable. Cette séparation intérieure n'est pas accidentelle. C'est une réponse ancienne, un mécanisme silencieux pour survivre à ce qui ne peut être évité. Les témoins ne détournent pas le regard. C'est précisément l'objectif. Leur présence transforme le moment en un acte vérifiable, en un élément légal du contrat matrimonial. Ils ne sont pas là pour partager l'expérience, mais pour certifier qu'elle a été correctement accomplie. Qu'aucune étape n'a été omise, que la tradition a été respectée jusque dans les moindres détails. Le temps perd son sens. Le clignotement des lampes, le murmure constant du prêtre, le rythme irrégulier de la respiration de Flavia se mêlent en une sensation confuse et oppressive.
Quand la pronuba s'écarte enfin et déclare que le premier droit a été accompli, il n'y a pas de soulagement, seulement de l'épuisement. Il n'y a pas d'espace pour assimiler ce qui s'est passé. Le rituel ne permet pas de pause émotionnelle. Ce n'est pas la fin. C'est seulement la confirmation que la machinerie a fonctionné comme prévu, que la jeune femme a été préparée selon les critères de la loi et de la coutume. À Rome, les rites de passage ne cherchent pas à accompagner la personne qui les traverse. Ils cherchent à la transformer en quelque chose d'utile pour l'ordre existant. Et cette transformation, une fois initiée, ne s'arrête pas. Les femmes esclaves s'avancent immédiatement, comme si un signal invisible avait été donné. Leurs mouvements sont rapides, efficaces, dénués de tout geste qui pourrait être interprété comme de la compassion ou du jugement. Elles apportent de l'eau parfumée et des tissus propres et commencent à laver Flavia avec une délicatesse quasi cérémonielle. Le liquide est tiède et sent la rose, un détail qui vise à adoucir ce qui vient de se passer, comme si le parfum pouvait effacer la mémoire du corps. Cette tentative de normalité est profondément perturbante. Il n'y a pas de mots de consolation, pas de reconnaissance de ce qui a été vécu, seulement la continuité de la procédure. À Rome, nettoyer ne signifie pas guérir, mais rétablir l'ordre extérieur afin que le rituel puisse avancer sans obstacle visible. Quand elles ont terminé, elles se retirent en silence. Alors l'homme âgé se lève, le médecin. C'est son moment. Avant le mariage, quelques jours plus tôt, il avait examiné Flavia chez son père. Un contrôle exigé par la loi pour certifier son état, pour laisser une trace écrite de son corps avant le mariage. Déjà alors, cela avait été humiliant, une inspection déguisée en nécessité technique. Maintenant, il revient pour comparer. Ses gestes sont précis, professionnels. Il n'y a ni dureté ni amabilité en eux, seulement de la concentration. Pour lui, Flavia n'est pas une jeune fille terrifiée ni une personne en transition. C'est un enregistrement. Un texte corporel qui doit être lu et comparé à une version antérieure. Ces questions sont brèves, formulées comme quelqu'un qui examine une marchandise précieuse ou vérifie l'authenticité d'un document. Cette froideur n'est pas accidentelle. C'est le visage le plus poli du pouvoir. Lorsque l'autorité se présente comme neutre et technique, elle devient presque impossible à remettre en question. Le médecin ne sent pas qu'il fait quelque chose d'injuste. Il remplit sa fonction, soutenu par la loi, protégé par la coutume. Et précisément pour cette raison, son intervention est si dévastatrice. À la fin, il hoche la tête et prend une note sur sa tablette de cire. Un geste petit, presque insignifiant, qui scelle une transformation irréversible. La première étape a été vérifiée. La préparation a été confirmée. Le mariage passe maintenant à sa phase suivante. Flavia peut à peine tenir debout. Ses jambes tremblent, non pas à cause de l'effort physique, mais à cause du poids de ce qu'elle vient de comprendre. Son corps a été observé, évalué et approuvé par des étrangers. Non pas comme une expérience humaine, mais comme une condition légale accomplie. Le rituel n'est pas terminé, il a juste changé de décor. La pièce préparée pour le lit nuptial n'est pas un refuge intime, c'est une autre extension du même système. La porte reste ouverte par mandat de la coutume. Elle doit le rester toute la nuit. Le lit est placé de manière à ce que quiconque se trouvant dans le couloir puisse vérifier le nécessaire. Les lampes sont distribuées stratégiquement pour éviter les ombres qui cacheraient ce qui doit être confirmé. Marcus entre après Flavia, le visage tendu, conscient que sa performance sera également observée et mémorisée. Cette nuit, on ne lui demande ni affection ni tendresse. On lui demande de s'acquitter de son devoir, de prouver, de ne pas échouer. À ce stade, tous deux comprennent que l'intimité n'a pas sa place dans cette cérémonie. Ce qui suit n'appartient pas au domaine du désir, mais à celui de l'obéissance. Deux personnes transformées en instruments légaux, piégées dans une tradition qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Et tandis que la nuit avance sous des regards indirects et des silences lourds, la machinerie de Rome continue de tourner, indifférente au coût humain qu'elle exige pour rester debout. La nuit avance avec une lenteur étrange, comme si le temps lui-même résistait à remplir sa fonction. Du couloir parviennent des bruits minimes, un frottement de sandales, une gorge qui se racle, une présence qui n'a pas besoin de se montrer entièrement pour être ressentie. Les témoins ne cherchent pas à observer chaque instant. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de savoir qu'ils sont là, qu'ils pourraient regarder s'ils le jugent opportun.
Cette possibilité permanente suffit à transformer ce qui se passe en un acte réglementé, supervisé, dépouillé de toute spontanéité. Marcus bouge avec maladresse, conscient de chaque geste, de chaque pose. Il n'agit pas comme un homme guidé par le désir, mais comme quelqu'un qui exécute une tâche sous évaluation. Son esprit n'est pas tourné vers Flavia en tant que personne, mais vers le poids invisible des attentes. Il sait qu'une erreur, un doute trop évident, pourrait devenir un commentaire, une suspicion, une tâche sociale. À Rome, même la masculinité a besoin d'être confirmée par autrui. Flavia reste immobile, non pas parce qu'elle est tranquille, mais parce qu'elle a appris au cours de quelques heures que le mouvement peut être interprété, enregistré, mal compris. Son esprit se retire de plus en plus loin, cherchant un espace où les regards ne peuvent l'atteindre. Elle sent son corps réagir de manière qu'elle ne reconnaît pas comme sienne, des réponses automatiques qui ne naissent pas du désir, mais de mécanismes anciens, biologiques, indifférents à la volonté. C'est peut-être la trahison la plus cruelle, découvrir que son propre corps peut répondre sans permission, sans accord, comme s'il obéissait aussi à la logique impersonnelle du rituel. À ce moment-là, Flavia comprend que l'humiliation ne provient pas seulement de ce qui se passe, mais de l'impossibilité de contrôler comment son propre silence est interprété. La pronuba reste sur le seuil, droite, vigilante. De temps en temps, elle émet une brève correction, une indication formulée comme si elle ajustait les détails d'une représentation. Il n'y a pas d'émotion dans ces mots, seulement de la précision. Le médecin attend à proximité, prêt à intervenir une fois de plus quand le moment sera venu. Sa présence rappelle constamment que rien de tout cela n'est privé. Tout fait partie d'un processus qui doit être correctement achevé. Ce qui se passe ne ressemble pas à l'union que les poètes célèbrent. Il n'y a pas de découverte mutuelle, ni de tendresse, ni de promesses murmurées dans l'obscurité. Il y a accomplissement. Il y a résistance silencieuse. Il y a deux personnes tentant de traverser une expérience conçue pour servir quelque chose qui les dépasse. Quand le point attendu est enfin atteint, il n'y a pas de célébration. Marcus s'écarte avec un soulagement qu'il n'essaie pas de cacher. Il a accompli sa tâche. Il a réussi l'épreuve. Pour lui, la nuit devient supportable précisément parce qu'elle se termine. Il ne regarde pas Flavia. Il n'y a pas de mot possible qui ne soit pas vide ou douloureux. Le médecin entre une dernière fois. Son intervention est brève, presque mécanique. Il vérifie, note, confirme. Avec ce geste administratif, le mariage est scellé dans tous les sens qui importent à la loi. Le contrat n'admet plus de doute. La cité peut avancer. Quand la pièce se vide et que les lumières commencent à s'éteindre, Flavia reste seule sur le lit qui ne lui appartient plus que de nom. Marcus se retire dans une autre pièce. Les témoins se dispersent. Le rituel est terminé. Mais pour Flavia, quelque chose vient de commencer. Une fissure silencieuse, invisible, qui ne laisse aucune marque externe, mais qui redéfinit pour toujours la manière dont elle habitera son propre corps. Rome a obtenu ce dont elle avait besoin. Et dans cet échange inégal, elle a laissé derrière elle une femme qui comprend, trop tard, le véritable prix de l'ordre qui soutient l'Empire. L'aube arrive sans solennité. Il n'y a ni trompette, ni chant, ni signe que quelque chose de décisif se soit produit pendant la nuit. La lumière pâle filtre lentement par les ouvertures du plafond et tombe sur les murs de la pièce avec une indifférence presque cruelle. Flavia est allongée, éveillée, regardant le plafond, suivant du regard les ombres qui se déplacent au fur et à mesure que le jour avance. Son corps est épuisé, mais ce n'est pas la fatigue qui la maintient immobile, c'est autre chose, quelque chose de plus profond, de plus difficile à nommer. La maison est silencieuse, les témoins sont partis. Les femmes esclaves ont nettoyé chaque trace visible et ont disparu comme si elles n'avaient jamais été là. La pronuba a offert une bénédiction finale, une formule vide qui a clôturé le rituel, avec la même froideur avec laquelle elle l'avait initié. Le médecin a rangé ses instruments et est sorti à l'aube, emportant avec lui les tablettes qui certifient que tout s'est déroulé conformément à la norme. Marcus n'est pas dans la pièce. Il s'est retiré dans un autre espace, obéissant aussi à une coutume non écrite qui permet aux jeunes mariés de s'éviter pendant les premières heures du jour suivant. Flavia est seule.
Elle ne ressent pas une douleur concrète qu'elle pourrait désigner. Rome a perfectionné ses rituels pendant des générations. Ils ne laissent pas de traces évidentes. Ce qui a été brisé n'appartient pas au corps de manière visible. C'est la certitude intérieure que quelque chose lui a été arraché sans possibilité de choix. La conscience d'avoir été observé, évalué, validé par des étrangers. Que son consentement n'a jamais été une question pertinente. Tout s'est déroulé comme cela devait se dérouler. Et c'est précisément pour cela que c'est si dévastateur. Maintenant, elle comprend le silence des femmes âgées. Elle comprend pourquoi les conversations s'arrêtaient quand les jeunes filles s'approchaient. Pourquoi les mères pleuraient au mariage, sans pouvoir l'expliquer. Le silence n'était pas ignorance, c'était un héritage. La seule façon de transmettre une vérité qui, dite à voix haute, pouvait détruire plus qu'elle ne protégeait. Des années plus tard, le monde changera. De nouvelles idées sur le corps, l'intimité et le mariage feront lentement leur chemin. Les anciennes pratiques seront condamnées, enterrées, effacées des lois et de la mémoire officielle. Rome apprendra à se raconter une histoire plus aimable. Elle parlera de voile, de chants et de célébrations. Elle laissera le reste se dissoudre dans des sermons indignés et des références vagues, trop inconfortables pour être décrites clairement. Flavia n'en saura rien. Elle vivra 42 ans de plus. Sa pierre tombale la rappellera comme une épouse exemplaire. Aucune inscription ne parlera de cette nuit. Aucun document ne rapportera ce que signifiait réellement devenir femme pour Rome. Et ce sera, peut-être, le triomphe le plus durable du système. Non pas la force, ni la loi, ni le rituel, le silence. Car ce qui n'est pas nommé ne laisse pas de preuves. Et ce qui ne laisse pas de preuves permet à l'histoire de continuer avec une version plus propre, plus confortable, tandis que les vies réelles restent piégées dans les fissures invisibles du passé.